Notre invité aujourd'hui n'est autre que Jean Massier, 33 ans, il a créé sa chaîne Twitch en 2015, sous le nom d'Acropolis, bien entendu. Aujourd'hui, il travaille à la télévision, sur Twitch TV, son show Backseat, tous les jeudis soirs, réunis parmi des plus grandes personnalités politiques de la scène française. Il est notre invité, évidemment, aujourd'hui. Bonjour, rebonjour Jean, toujours en forme, ça va bien ? Toujours en forme, ouais, très bien. Super. Plaisir de t'accueillir. On a préparé pas mal de questions pour revenir un peu sur ton parcours, sans tabou, parce que monsieur n'a pas de tabou. Monsieur arrive, j'ai pas de tabou. J'ai pas de tabou, monsieur. Il faut dire la vérité aux Français. Ah ouais, il faut dire la vérité. Ça commence. Oh, la déformation professionnelle. Je n'ai pas de tabou. Je vais vous dire, monsieur Bogart. Père de claque. Très bien. Cette interview, je le sens. Logs valide une partie de l'interview, évidemment. TPK et Sunday. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a 50 minutes, on est bien. On ira ensuite après parler un tout petit peu avec toi des élections présidentielles et pourquoi cette campagne est ratée selon toi. On en discutera évidemment en fin d'émission. Log, je t'en prie. Justement, on va commencer avec tes débuts parce qu'on sait que tu es passionné par la politique, mais on voulait savoir aussi depuis quand tu as cette passion pour la politique. En fait, moi, la politique, je l'ai découverte vers 18 ans, un truc comme ça, au moment où il y avait un mouvement social. C'est assez souvent des moments de politisation des gens. C'était à l'époque le CPE, pour ceux qui s'en souviennent. C'était blocage des facs. Blocage des facs. Gros mouvement étudiant, un des derniers gros mouvements étudiants qu'on a connu en France. Surtout un mouvement victorieux, parce qu'au final, le gouvernement avait reculé sur son projet. Bon, peu importe. En tout cas, ça a été un moment important de politisation, dans un sens ou dans un autre. Et moi, j'ai découvert la politique à ce moment-là, mais c'est vrai que ça m'attirait pas plus que ça. La politique, j'ai beaucoup de copains qui sont partis dans le syndicalisme étudiant, qui ensuite ont allé dans des partis. Et moi, au même moment, en fait, j'ai rejoint des associations étudiantes, des associations lycéennes. Et je me suis retrouvé à 17 ans président de l'Association nationale des journaux lycéens. C'est une asso qui existe toujours, qui s'appelle Jet d'encre et qui se bat pour la liberté d'expression, qui organise des festivals, qui fait des trucs trop cool. Et moi, dans cette asso, en fait, je me suis vraiment épanoui de ouf. C'était trop cool. J'ai découvert l'associatif, le fait de mener des projets avec des gens trop bien, créer un festoche, galérer à trouver des subventions et tout. Et en fait, quand j'étais dans l'associatif, je me suis retrouvé à discuter avec du politique. Mais au niveau local, la plupart du temps, en fait, tu cherches à avoir une subvention. Donc, tu rencontres un adjoint, tu rencontres un collaborateur de cabinet, un fonctionnaire, tu essaies de négocier ton truc, même d'un point de vue purement logistique, est-ce qu'on peut faire entrer le camion, enfin des trucs basiques. Et en fait, à ce moment-là, j'ai découvert un autre pan de la politique. C'est les gens qui passent pas à la télé, qui font de la politique, mais genre concrètement. Et du coup, j'ai découvert un métier. Plutôt dans l'aspect local. Ouais, local ou même au niveau national, le côté pratique. Encore une fois, c'est des gens que tu verras jamais en interview, mais en fait, son métier à lui, en fait, c'est de fabriquer de la politique publique, de faire changer les choses pour que ça aille mieux et tout, d'un point de vue concret et tout. Et du coup, c'est notamment comme ça que j'ai découvert les gens qui ont un métier qui s'appelle collaborateur de cabinet. C'est les gens qui sont dans l'ombre, derrière le rideau, qui travaillent pour les politiques, qui sont dans leurs équipes, leur task force interne, quoi. Et du coup, j'ai discuté avec ces gens-là et j'ai rencontré des gens trop intéressants, jeunes en général, hyper sympas, dont le métier était de comment on distribue les subventions cette année pour la culture dans la région. Tu vois. Ils avaient tous des ambitions politiques plus grandes ou Ça dépend des raisons. Et du coup, c'est le métier que j'ai voulu faire. C'est comme ça que j'ai découvert la politique aussi et c'est ça qui m'a donné envie de travailler. C'est que je me suis dit, mais ce métier-là, mais c'est trop bien. Genre, tu discutes avec des assos pour monter des festivals de musique. C'est trop cool. Et du coup, j'ai voulu faire ce métier et c'est un métier que j'ai fait. Et donc, du coup, j'ai découvert toutes les raisons pour lesquelles tu peux faire ce métier. Il y a des gens qui, effectivement, se projettent dans des carrières politiques, genre être élu. Mais il y en a d'autres comme moi qui, non, ils sont juste là parce que c'est cool de faire ce métier-là pendant quelques années et puis on verra ce qu'on fera plus tard. Mais donc, voilà. D'accord, donc vocation. Donc, ça a un petit peu changé par rapport au lycée où tu expliquais, tu étais plus du côté média, journal. Déjà très tôt, dès le lycée, finalement. Ouais, dès le lycée. Tu as continué aussi après, visiblement, avec les actualités qui suivaient au fur et à mesure de ton parcours d'étudiant. Et donc après, tu t'es directement trouvé. Sauf que il y a eu ce moment où j'ai l'impression le côté médiatique t'a un petit peu rattrapé, où tu t'es dit tiens, j'aime beaucoup parler de politique. Comment ça s'est passé de ton côté ? Comment du coup tu as fini par arriver sur Twitch ? En fait, du coup, j'ai été collaborateur de cabinet, donc j'ai bossé en politique pendant des années. J'étais collaborateur, j'étais costume-cravate, j'ai travaillé dans des mairies, dans des conseils, un conseil départemental et au gouvernement. Donc j'écrivais les discours de la ministre de la Santé, ça a été mon métier pendant un an. Qui était Marisol Touraine à l'époque, qui s'occupait des affaires sociales, de la santé, des droits des femmes. Et moi, j'étais sa plume, comme on dit. Donc au sein de son cabinet, j'étais celui qui était chargé d'écrire toutes ses interventions. Ah ouais J'ai écrit 300 discours en un an. Ça a été un gros boulot. Mais alors, les politiques ne s'expriment pas de leurs mots ? Si, bien sûr que si. Et ton métier à toi, quand t'es plume, c'est d'écrire ces mots à elle, pas les tiens.
C'est pas elle qui dit, c'est pas elle qui lit ton discours, c'est toi qui écris ton discours. Mais comment tu entretiens un lien aussi proche c'est très difficile. C'est très difficile. C'est un métier vraiment compliqué parce que sur le fond, il faut être irréprochable, mais même dans la forme, il faut essayer de trouver la manière, le rythme et tout. Donc j'ai passé des heures à l'écouter, voir comment elle fonctionnait. Donc voilà. Elle t'a souvent renvoyé réécrire un texte ou pas? Oui, très souvent. On travaillait en direct avec elle, mais aussi avec mon directeur de cabinet, avec mes supérieurs hiérarchiques. On faisait des allers-retours, des versions. Le record, ça a été V24, je crois. 24 versions d'un même discours avant d'arriver au dernier moment. Version. Donc voilà, mais non, assez souvent. Et donc du coup, moi, je travaillais en politique et il y a eu les attentats de Charlie Hebdo en 2015 qui m'ont énormément marqué parce que comme j'avais été 10 ans plus tôt président de l'association des journaux lycéens, en fait, je connaissais Charlie. Ouais. J'avais fait des trucs avec eux, j'avais rencontré Sharp, j'avais assisté à une conférence de rédac, etc. Donc le jour où j'apprends qu'il y a une conférence de rédac où ils ont tous été butés à la Kalachnikov, ça m'a profondément choqué et c'est comme ça que j'ai eu envie de revenir à ce côté média que tu vois à 18 ans j'avais kiffé les journaux lycéens. Un peu tes premiers amours. Mais ouais, mes premiers amours, tu sais, l'engagement associatif, faire un truc cool, mais faire un truc, pas juste philosopher la politique, tu vois, c'est faire un truc concret. Oui, pas penser et concrètement. Ouais, genre concrètement, viens, on fait un truc. Et donc voilà, et donc dans la foulée des attentats de Charlie, je me suis dit, et comme au même moment, il y avait Twitch qui avait explosé entre temps, que moi je suis un turbo fan de Twitch depuis le tout début, j'adore. Je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. Et donc j'ai retrouvé ce plaisir du média en disant, mais en fait, je vais créer un média, je vais faire ça, je vais parler aux gens de politique. Parce que apparemment, je sais bien parler de politique. Ça, je l'avais vu avec des potes quand on prenait des cafés, des apéros, etc. qui me disaient non mais Jean, toi qui bosses dedans, tu veux pas m'expliquer, je comprends rien, machin. Je comprends rien. Du coup, je me mettais à leur parler. Tu vulgarisais déjà. Du coup, je vulgarisais auprès de mes potes. Ils disaient mais t'expliques super bien parce que là, tu viens de m'expliquer en 4 phrases qu'ils ont jamais réussi à me faire comprendre en 3 ans d'études. 3 ans d'études, voilà. Ah ouais, non, c'est pas plus compliqué que ça. Non, c'est à peu près ça. C'est de la vulga, mais c'est à peu près ça. Ah ouais, d'accord, merci. Et du coup, je me suis dit mais en fait, si je sais bien expliquer à des potes, il y a aucune raison que je puisse pas expliquer à un chat Twitch. Voilà. Et donc je me suis lancé en commentant l'Assemblée nationale comme si c'était une game de LOL. mais justement, c'est là où ça devient intéressant, puisque avant toi, en France, on n'a personne d'autre qui venait forcément en live comme ça, vraiment vulgariser de la politique, entre autres. Sur Twitch, Sur Twitch, oui, effectivement. Oui, pardon, sur Twitch, sur la plateforme, évidemment. De quel moyen, justement, comment tu t'es dit, je vais amener ça de telle manière? Comment tu as réussi à mettre ça en place? Est-ce que tu t'es dit qu'il fallait peut-être te prémunir, par exemple, d'outils de modération pour ce genre de choses? Non, je me suis rien dit. Je t'avoue que je me suis lancé... Pas calculé. Mais non, très peu calculé. En plus, c'était 2015. Ça l'a pris. Ah oui, de Twitch. De ouf. C'est une époque différente. C'était les années Eclipsia, c'était les années au gaming, c'était des années où les web TV cartonnaient particulièrement. Les streamers individuels commençaient à cartonner aussi. Même les outils informatiques n'étaient pas du tout au niveau de ce qu'on a aujourd'hui. Donc je me suis lancé, effectivement, je me suis posé assez peu de questions. Et au début, justement, comme c'était la grande époque des web TV sur Twitch, j'ai voulu créer une web TV. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je ne vais pas être streamer solo, je vais créer une web TV. J'imaginais une chaîne 24/24 avec une boucle de rediffusion, avec des talk shows tous les jours, avec des gens différents qui commandent des trucs différents, etc. Et donc, je me suis entouré de gens à qui j'ai appris à streamer. C'était en live ou rien, quoi. Tu t'es pas dit à un moment, j'adore Twitch, certes, mais peut-être YouTube. Ça a toujours été le live. Non, ça a toujours été le live. YouTube, j'ai jamais réussi à faire des vidéos face cam. J'en ai fait très très peu et à chaque fois, c'était un fiasco. Donc, même c'était spontané qui te plaisait. Moi, c'était la discussion avec les gens. On parle de politique, c'est pas juste moi qui veux vous expliquer, c'est venez, dites-moi vous comment vous voyez les choses. Et je vous y réponds. C'est pas que vos questions, c'est aussi vos réflexions. Dites-moi comment vous sentez les choses et tout. Comment on serait avec tes potes. Mais comme on serait avec tes potes, exactement. Et donc du coup, j'ai créé cette web TV qui s'appelait Acropolis, qui a duré pendant 4 ans. Et on avait monté une boîte de prod, on avait investi dans du matos, on avait des locaux, enfin c'était allé assez loin quand même comme truc. Le problème c'est qu'on n'a jamais eu de modèle économique viable à long terme, extrêmement compliqué. Déjà un modèle économique de web TV, tu sais ce que c'est? Bien sûr. Sur internet, c'est très compliqué. Ouais, voilà. Le modèle économique est compliqué et quand tu fais de la politique c'est encore pire. En vrai les marques ne veulent pas travailler avec des gens qui font de la politique. Et moi du coup mes premiers partenaires, mes premiers clients c'était des institutions publiques. Et les institutions... c'est pas les plus... ils savent pas ce que c'est qu'Internet. Alors déjà, Internet, pour eux, c'est vague. Mais alors Twitch, en plus, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Jeux vidéo, ils comprennent pas, ils comprennent rien. Encore aujourd'hui, c'est encore très compliqué. Donc on n'a jamais réussi à créer le modèle économique qui fonctionnait pour payer les salaires. Donc on a fini par, après 4 ans de travail, on a fini par décider d'arrêter la boîte et de réorienter le projet. Et donc moi, j'ai repris la chaîne en disant, en fait, je vais en faire une chaîne Twitch normal, c'est-à-dire je vais être un streamer. Ouais. Donc, je vais incarner ma propre chaîne. T'as changé le nom de la chaîne d'ailleurs ou pas? Du coup, c'est devenu Jean Massier. Du coup, c'est devenu Jean Massier, mais c'est la même chaîne en fait. En fait, c'est la continuité, c'est le même projet. Ouais. Mais c'est la continuité. Donc maintenant, c'est ma chaîne et je l'assume comme ma chaîne. C'est plus nous, c'est moi et voilà.
Pas mal de questions justement sur comment est-ce qu'on présente un média comme Twitch aujourd'hui aux médias traditionnels. Tu travailles avec les médias traditionnels, tu travailles à Public Sénat aujourd'hui, tu travailles même sur le service public. Je suis chroniqueur sur Inter. De temps en temps, exactement. Comment est-ce qu'on présente Twitch? Est-ce qu'on le présente encore comme un média qui traite du jeu vidéo? Est-ce qu'on le présente comme un média de liberté d'expression, comme les radios libres? C'est comment qu'on introduit Twitch aux gens? C'est très compliqué d'introduire Twitch à des gens qui n'ont pas de culture web. Parce que tu vas pas pouvoir faire de parallèle avec des trucs qu'ils connaissent et qu'ils comprennent. Si tu leur dis Twitch, c'est un peu comme la télé parce que c'est en direct. En fait, vous savez tous, là, ceux qui nous écoutent, que c'est pas du tout le cas. Ouais. Genre, c'est une philosophie tellement différente que, en fait, c'est le seul truc qu'on a de rapport avec la télé, c'est que c'est en 16/9 et qu'il y a des images, quoi. C'est à peu près tout. Et du son. Et du son, voilà, c'est à peu près tout. Donc, du coup, comment je leur explique? Je leur dis Twitch est historiquement une plateforme très lié aux jeux vidéo, puisque c'est une plateforme sur laquelle on a commencé par commenter des parties de jeux vidéo. Et petit à petit, Twitch s'est ouvert vers d'autres types de contenus, et notamment à partir de 2017, puis du Covid. 2017 et 2020, ça a été les 2 étapes importantes dans l'histoire de Twitch, où des gens sont venus en live présenter autre chose, faire des choses différentes que du jeu vidéo, même s'il y a encore une grosse culture jeu vidéo sur Twitch, il n'y a pas que ça. Il y a aussi plein de gens qui font plein de trucs. On a la chance d'avoir Samuel Etienne, qui, mine de rien, a fait comprendre Twitch et connaître Twitch à énormément de gens. Donc ça a beaucoup aidé pour toi. Parce que tu m'as demandé comment on présente aux gens de la télé. Les gens de la télé, ils connaissent Samuel Etienne. Donc eux, quand ils voient Samuel Etienne Twitch, d'accord, alors du coup c'est intéressant, explique-moi, je comprends pas. Voilà. Donc Samuel, il a aidé à faire comprendre, il a crédibilisé de ouf. Pourquoi moi, Samuel... avant que Samuel se lance, moi j'ai passé des heures au téléphone avec des journalistes pour leur expliquer ce que c'est que Twitch. Ils comprenaient rien. À chaque fois qu'ils devaient écrire un article, ils me disaient mais raconte-moi, je comprends pas. Mais c'est toi Twitch. Non. Ah oui, la Nintendo Twitch, c'est ça. Et du coup, les responsables de Twitch France m'ont dit un jour non mais Jean, on t'en doit une bonne parce que le travail de RP que t'as fait pour nous gratuitement pendant des années à expliquer à toutes les rédacs de Paris c'est quoi Twitch. Mais heureusement que t'es là, mec. Bah ouais. Franchement, j'avoue. Donc ça, alors, on voit évidemment ici quelques images de Samuel Etienne. Ça a beaucoup aidé. Mais comment lui, Samuel Etienne, il a compris tout ça, compris l'intérêt? Pourquoi est-ce qu'il est là-dedans? Pourquoi lui et pas d'autres journalistes? Tu connais l'histoire de sa rencontre avec Étoile. En fait, c'est ça. C'est Étoile qui commentait, qui faisait les nuits de la culture et qui commentait Question pour un champion. Ils se sont rencontrés sur Twitter. Parce que la commune de Étoile lui a dit faut que tu lui envoies un tweet, c'est trop drôle. Samuel ne connaissait pas Twitch ni Étoile, et il a reçu un nombre de notifications incalculable de gens qui lui disent faut que tu rencontres Étoile, et du coup Samuel a tweeté un truc du genre bonjour monsieur Étoile, apparemment faut qu'on se parle. Et en fait, voilà, c'est vraiment le tweet existe. Un jour justement Étoile invite Samuel Etienne sur une des nuits de la culture, et ouais, donc ils ont été. Et du coup ils se sont rencontrés, ils ont pris un café, et du coup Samuel est venu une première fois dans la nuit de la culture, qui a été une nuit de la culture exceptionnelle. Samuel Etienne était là avec Étoile, c'était trop cool. Enfin, c'était bonne ambiance. Et du coup, Samuel a découvert les yeux écarquillés ce monde. Il a trouvé ça hyper intéressant. Il a été invité aux The Event ensuite pour passer une tête. Et puis de fil en aiguille, à force de discuter avec Étoile, à force de voir la puissance de la plateforme, il a décidé de se lancer. Et donc, c'est à Noël 2019, je crois. Samuel a décidé de lancer sa propre chaîne avec une revue de presse le matin. Voilà, ça a été ça l'histoire de Samuel Etienne. Revue de presse qu'il enchaîne avec sa matinale ça continue, sur France Info. Hein. La matinée Etienne. Il enchaîne, et du coup ça lui permet, parce que comme il prépare sa matinale, il synergise un peu. En fait, il synergise le boulot, et il a raison. Hein, il a parfaitement raison de travailler comme ça. Donc voilà. Et en plus, Samuel est une des rares personne qui a réussi son arrivée sur Twitch alors qu'il venait pas de cet univers-là. Complètement. Il a eu l'intelligence de comprendre que c'est une plateforme qui a ses règles, qui a son atmosphère et sa manière de faire, et que si tu débarques avec tes gros sabots de bonjour, je suis présentateur Téléstar, les gens ils vont t'éclater la tronche en mode mais dégage, sors de notre plateforme quoi. Et lui il est arrivé avec l'humilité, et il a tout à fait compris, et ça c'est rare des gens de sa génération et de son métier et de la télé qui comprennent l'humilité qu'il faut quand tu arrives sur cette plateforme. Lui il a compris très vite, et du coup c'est pour ça qu'il a réussi son entrée sur la plateforme quoi. Il y a eu d'autres acteurs comme ça de la télévision qui ont réussi leur entrée sur Twitch à part lui? Qui ont réussi. J'en connais pas qui ont réussi, non, même qui ont essayé, pas beaucoup. Hein. J'en ai rencontré pas mal des journalistes. Alors il y a BFM TV qui a lancé une chaîne Twitch, mais au nom de BFM TV et pas incarné par des gens. Donc malheureusement, malgré le boulot qu'ils font qui est assez bon, ça arrive pas à prendre. Il y a France Inter qui essaye avec Pasturo et Vizorek. Arte le fait très bien. Alors Arte, ils ont réussi, eux, ils ont compris très différemment Arte, et là aussi Arte, ils ont du talent, c'est qu'ils ont compris que ça servait à rien de débarquer sur la plateforme en faisant des trucs avec des gens à toi, il faut faire des choses avec les gens de la plateforme. Et donc ils ont eu l'intelligence de recruter Horty, de recruter Pierre Lapin. Enfin voilà, les jours de play, ils ont créé des émissions
faite par et pour des gens de la plateforme. Et ça a été l'intelligence qu'ils ont eue. Et Arte est une très bonne chaîne pour ça, mais ils avaient déjà l'expérience du Vortex avant, ils ont déjà des expériences. Arte est une des rares chaînes de télévision qui est en train de réussir sa mutation numérique. Du reste, je te dis, on a BFM TV. Personnalité, quoi, plutôt aussi, plutôt que des médias en tant que tels, la plupart du temps, j'ai l'impression. On a eu le cas Thierry Moreau, on a eu par exemple aussi Clément Viktorovic. Entre autres, quoi. Donc en fait, c'est assez aléatoire dans un sens, c'est que c'est des personnalités que tu découvres plutôt à la télé qui arrivent. Ça prend pas, quoi. Après, c'est aussi. C'est des personnalités et des savoir-faire sur la plateforme. Et tu vois, tu parles de Clément Viktorovic. Clément, c'est un vieux copain que je connais depuis longtemps. Ça faisait un bout de temps qu'il voulait se lancer. On avait déjà pris des cafés. Il disait d'ailleurs que c'était un gros viewer, quoi. C'était quelqu'un qui. Et en fait, c'est un passionné. Ce mec-là est passionné de jeux vidéo. Je sais pas si les gens le savent, mais en fait, Clément, à titre perso, il kiffe Twitch, il connaît tous les streamers, il adore cette plateforme, il adore le jeu vidéo. C'est sa culture, il vient de là, donc il a pas l'impression de débarquer à l'étranger quand il arrive sur ce site. Il est chez lui, quoi. De la même manière que moi, je me sentais méga chez moi quand je suis arrivé. Genre, c'est bon, je suis à ma place, c'est pas. Voilà. Donc ouais, non, il n'y a pas beaucoup de gens de la télé qui ont réussi leur arrivée sur Twitch pour cette raison-là. Parce qu'il faut en comprendre la grammaire, il faut en comprendre. En fait, il faut en être un utilisateur avant. Moi, j'ai rencontré des journalistes télé, y compris très célèbres, qui m'ont dit j'hésite à lancer ma chaîne Twitch et tout. La première question que je leur posais, c'est tu regardes quoi sur Twitch ? Et là, ils me disaient non, c'est assez récent, je vois ce que tu fais, mais je regarde Samuel. En fait, je regarde pas. Et en fait, je leur disais, c'est première erreur en fait. C'est raté. Là, t'es en train de rater, t'as même pas commencé, t'es en train de rater ton arrivée. C'est raté la copie, la base. Donc quand tu même, vas commencer par regarder des streams, tu vas te mettre dans ton lit avec ton laptop sur les genoux et tu vas cliquer sur des trucs, tu vas regarder, tu vas te faire chier sur certains streams, tu vas découvrir des gens hilarants, tu vas découvrir des trucs beaucoup plus deep. Vas-y, passe du temps sur la plateforme, apprends à l'aimer cette plateforme, et après on reprend un café, on discute. Faut l'envoyer chez Sushi Dragon, il va péter sa tête contre le mur et il va faire oh la vache, je retourne chez moi. Vous savez que Twitch, quand t'es pas dans ce monde, Twitch ou Chaturbate, tu sais pas trop où tu mets les pieds. C'est un peu. Et en même temps, Sushi Dragon, ça fait partie des expériences qui permettent de comprendre, que ces gens-là comprennent qu'en fait, ça demande beaucoup de travail et d'investissement. Et en fait, il y a encore beaucoup de gens qui pensent qu'allumer sa webcam et dire salut à tous, c'est ça, streamer. Et en fait, ils commencent. C'est pas ça. Mais non. Il y a quand même beaucoup de gens qui font. Ces gens-là, quand ils commencent, quand ils se lancent, au bout d'un mois, ils arrêtent. Parce qu'ils se rendent compte de la débauche d'énergie que c'est. En fait, c'est ces gens-là qui s'arrêtent au bout d'un mois. Et justement, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'aujourd'hui, il y a une sorte d'image du streamer qu'on glorifie en mode c'est un métier facile, une fois que ça arrive au sommet, c'est incroyable. Justement, toi, tu t'es exprimé dans Numérama par rapport à la difficulté aussi qu'on peut rencontrer avec ce milieu qui est très prenant, qui est génial, mais qui a aussi son côté un peu sombre où c'est un tunnel. Ouais, c'est un tunnel. Je sais pas si on idéalise tant que ça, parce que moi, quand j'en parle avec le chat, quand je discute avec les gens de Twitch, j'ai l'impression que les habitués de la plateforme ont conscience de ça. Ils voient les difficultés. Ils voient ce que c'est pour nous, etc. C'est aussi pour ça qu'ils s'abonnent. Enfin, tu sais, il y a un côté. On voit pourquoi tu fais ça. Ils sont pas tant consommateurs comme ça. Ils comprennent. Les gens de l'extérieur, il y en a certains qui continuent à avoir le cliché en fait, c'est de l'influence des youtubeurs, streamers, instagrammeurs. Finalement, c'est à peu près la même chose. C'est comme être instagrammeur, instagrammeuse, c'est se prendre en photo. Mais en fait, non, c'est pas un influenceur, quoi. Ouais, t'es un influenceur, tu vois, c'est pas un métier difficile. Donc il y a encore beaucoup de gens qui ont ces clichés-là, mais assez peu dans les gens. Je trouve assez peu dans la communauté Twitch. Je crois que les gens sur Twitch ont fini par comprendre ça. Mais de l'extérieur, ça existe encore. Il y a encore des gens qui prennent pas au sérieux Twitch. Ce que je peux comprendre, parce que parfois ils peuvent tomber sur un mec seul chez lui et se dire mais c'est facile ce qu'il est en train de faire là, je comprends pas. Et donc ils peuvent se dire mais. Sauf que quand ils arrivent, quand ils voient le stream, quand ils voient mes émissions, Backseat, etc., ils comprennent qu'il y a des moyens de production, qu'il y a un savoir-faire exceptionnel, et qu'aujourd'hui sur Twitch, on trouve des gens comme vous ou comme moi qui ont plus de moyens de production que certaines chaînes de télévision. Les caméras qu'on utilise sont de meilleure qualité que les leurs. Les compétences qu'on utilise sont autrement plus qualifiées que les leurs. Ne serait-ce qu'on fait du direct, ce qui est beaucoup trop onéreux pour une chaîne de télévision. Ça dépend quelle chaîne de télé, mais même celles qui font du direct, moi je les vois travailler. Ils travaillent sur des logiciels anciens, avec des régies avec 12 personnes. T'es en mode, les mecs, on est en 2020, c'est terminé en fait. mais continuez, c'est très bien, j'aime bien ce que vous faites. Ça leur coûte un fric. Oui, c'est ça. En vrai, ça leur coûte très cher. Et ça, c'est un truc qui est difficile à expliquer au grand public, parce que c'est vrai que le grand public consomme les contenus qu'on leur propose et ils n'ont pas conscience du backstage et de ce que ça veut dire en termes de production. Il faut bien comprendre qu'au cours des 20 dernières années, on a assisté à un effondrement des coûts de production sur Internet. Complètement. C'est-à-dire que lancer un live de bonne qualité au début des années 2000, n'a jamais été aussi facile hors de et peu prix. cher. Il fallait acheter des régies chez Samsung à l'époque qui coûtaient 200 000 €. C'était du matériel professionnel, etc. Aujourd'hui, en 2022, c'est hallucinant à quel point c'est du faible coût. Ça reste très cher, attention. Oui, c'est cher. Mais on arrive à cracher des émissions en plateau, en direct, de bonne qualité, avec quelques dizaines de milliers d'euros d'investissement pour une régie.
Et c'est que dalle. Par rapport à l'ancêtre qu'est la télévision, eux, ils ont des coûts de prod qui sont débiles. Émettre sur la TNT, de mémoire, ça coûte 7 millions d'euros par an. Juste l'infrastructure de la techno, c'est 7 millions. Donc c'est le ticket d'entrée. Créer une chaîne Twitch, c'est gratuit. En 2 clics, c'est voilà. Justement, tu nous parlais un peu de Backseat. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette émission? Quel est son but? Pourquoi est-ce que tu as créé cette émission-là, justement? Backseat, c'est une émission que j'ai créée pour la présidentielle. D'accord, ok. Ouais, c'était Road to présidentielle. En fait, j'avais en tête que la présidentielle allait arriver dans un an, que ça allait être un moment important de la vie politique et un moment important de la vie de ma chaîne. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur Twitch. J'en ai déjà fait des plateaux par le passé. Je vois à peu près à quoi ça ressemble et comment ça peut être fait. Et je me suis dit, pour l'année 2021-2022, je veux offrir au public de Twitch un talk show d'actu politique fait pour eux, avec des gens de la plateforme, pensé pour eux, fait pour eux, donc un truc extrêmement cool. Et donc je me suis dit, je voulais donner rendez-vous aux gens chaque semaine à la même date, avec un plateau de bonne qualité, avec des chroniqueurs qui viennent du monde d'Internet, pas des politologues de plateau qui viennent en costume cravate et qui se vous voient. Je voulais créer une ambiance aussi, une ambiance Twitch, c'est-à-dire jean, basket, t-shirt, on se tutoie et on dit des gros mots. Mais en même temps, on parle de la guerre en Ukraine. Mais ça reste une ambiance. Tu vois, mais comme là, on l'a depuis le début sur ce plateau. C'est une ambiance qui est très particulière. Et donc, je voulais avoir cette ambiance-là. Et surtout, je voulais inviter des personnalités politiques sur ce plateau, pour que les politiques viennent et qu'elles acceptent quand même et surtout qu'ils viennent à nos conditions, oui. C'est-à-dire à notre manière de faire. C'est pas, on va pas créer on va pas faire de la télé sur internet où on va vous recevoir avec la déférence de la télévision ou avec les manières de faire de la télévision. Non, vous allez venir à nos conditions. Donc vous allez venir sur un plateau qui est celui-là, sur un truc jaune fluo. Ça va, voilà, et on va vous poser des questions qui sont les nôtres, pas les aborder de la même manière que la télévision. Et en même temps, ça me fait chier parce que là, je suis en train d'en parler en faisant une opposition permanente avec la télévision, alors que j'ai jamais conçu. Parce que c'est le seul modèle que mais oui, c'est malheureusement le seul modèle eu. qu'on a, et c'est ça qui me fait chier, c'est qu'en fait, j'en ai marre de. Je suis pas une alternative à la télévision. C'est tellement autre chose ce que je fais. Justement, tu proposes une chose différente. Et j'avais une question justement au travers de ça, parce que Ken, toi-même, tu as participé à Backseat. C'est vrai. Je voulais savoir pourquoi. Pour toi, tu mets vraiment un point d'honneur, j'ai l'impression, à ce que ce soit accessible et vraiment qu'on aille intéresser et toucher une cible qui n'est pas forcément politisée. Absolument. Et pourquoi justement c'est si important pour toi? Le but du jeu pour moi et la raison de ma présence sur Twitch depuis le tout début, depuis 7 ans, c'est pas de parler de politique à des passionnés de politique. En fait, ils n'ont pas besoin de moi, les passionnés de politique. Ils ont déjà, ils le font déjà. Ils ont déjà tout un tas de trucs qui les intéressent, tant mieux pour eux. Moi, je veux parler de politique à des gens qui s'en foutent ou à des gens qui s'en sentent très éloignés, qui n'ont pas envie qu'on leur parle de politique. Et donc, du coup, je fais ce travail-là. Et pour moi, c'est très important parce que c'est un engagement démocratique. C'est un truc depuis l'époque où j'étais lycéen, où je faisais des journaux dans les lycées. En fait, ça a toujours été la même idée, c'est que les jeunes doivent avoir leur place dans le monde politique. Vous devez se sentir concerné, finalement. Vous devez vous sentir concerné et la politique doit vous faire une place. Moi, j'ai jamais été pour les discours non mais les jeunes ils doivent se sortir les doigts et par eux-mêmes ils vont créer. Non. Ah ouais. La politique et les médias vous donnent votre place parce que vous le méritez, parce que vous y avez droit. Et il y en a marre que les jeunes soient vus comme des sous-citoyens, quoi, des espèces de trucs de seconde zone. Non mais plus tard quand ils paieront des impôts, ce sera plus sérieux. Non. Dès l'âge de 16 ans, dès l'âge de 15 ans, etc. Déjà quelqu'un. Quelque part, quand on paiera des impôts, qu'en pensent les auto-entrepreneurs ici de tout ça? Écoutez, il y en a marre. Le regard désespéré, la Vom Sunday. C'est le premier jour de l'URSSAF, je ne parlerai pas. David, absolument. Je fasse ma déclaration. On y est tous passés hier. Ouais. Mais écoutez, mais c'est vous, mais ils ont raison. Ne pas me faire dicter. Attendez, vous savez quoi, je paye du URSSAF. La taxe foncière, parce que quand t'as 16 piges. Dur là, mais d'ailleurs, je vous rappelle que vous payez tous des impôts quand vous achetez quoi que ce soit, parce que vous payez la TVA. Voilà, je le rappelle, les impôts, vous les payez vos impôts, les enfants, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc c'est ça la raison, c'est que je veux absolument que, en fait, j'ai qu'une seule trouille, c'est qu'un jour ma chaîne devienne une chaîne de passionnés qui parle à des passionnés en leur disant des choses de passionnés. Et en fait, c'est typiquement le genre de média que tu peux trouver sur Internet, de trucs qui se tournent en rond. En fait, on se parle à nous-mêmes, on est entre nous. C'est un peu Sciences Po TV, quoi. C'est voilà des passionnés. Oh la vache. Ouais, ça existe depuis des années ce truc-là, et c'est exactement ce que je veux pas faire, quoi. Et est-ce que tu reproches ça aussi à Twitch, que le monde de Twitch se parle trop au monde de Twitch, de manière générale? Non, j'ai pas envie de le reprocher à Twitch, je le comprends. Tu vois, des émissions qui parlent de jeux vidéo, des passionnés de jeux vidéo, c'est normal. Enfin, j'ai pas de souci avec ça. Je veux dire, toi, tu fais un élan d'ouverture vers des personnes ou des personnalités qui sont peut-être à l'extérieur du Twitch game. Est-ce que tu penses que la plateforme Twitch se renferme trop sur elle? Non, alors déjà la plateforme Twitch France, Twitch Europe, etc. se sont ouverts. En 2017, ils ont autorisé d'autres trucs que le jeu vidéo. Parce que moi, j'avais été banni quand même de Twitch au tout début. Quand je me suis lancé sur Twitch, j'ai été ban pendant 1 an et demi. Ah ouais, quand même. À l'époque, c'était interdit. Tu traitais. À l'époque, la charte de Twitch imposait de jouer aux jeux vidéo.
très bizarre, mais c'est comme ça. Ils avaient été rachetés par Amazon un an plus tôt. J'avoue, C'était je me compliqué. souviens. Tu t'en souviens? Ouais. Moi, j'ai été ban, je me suis retrouvé à streamer sur YouTube, ce qui était un enfer. Et donc, du coup, donc, j'ai été de retour sur la plateforme en 2017 parce que Twitch a décidé d'ouvrir le contenu. Et là, 2020, pareil, Twitch France avait même embauché une responsable pour développer les contenus. Charlotte, je t'embrasse, tu m'écoutes. Développer les contenus autres que gaming. Ouais. Donc, très cool. Donc là, la plateforme, je trouve qu'ils essayent dans leur genre, même si ils sont quand même un peu fermés sur la politique, c'est un peu chiant. Mais du côté des gens sur la plateforme, j'ai toujours reçu des messages de temps en temps, dégage, t'as rien à faire sur la plateforme, la politique n'a pas sa place ici. Yes. Mais en fait, c'est très peu. C'est très peu. Ouais. Pour un message que je reçois comme ça, j'en reçois 20 de gens qui disent oh, trop cool, j'aime bien ce que tu fais, sympa, t'as raison d'être là. Et PK. Ouais, parce que moi, au contraire, je trouve que Twitch s'est jamais autant ouvert que ces dernières années, parce que là, ils ont un enjeu de taille qui est de ne pas se faire rattraper par YouTube Gaming et Facebook Gaming, parce que Twitch, c'est très fort en France et en Occident, mais c'est tout. Hein. Twitch n'est pas présent globalement ailleurs qu'en Occident, de par vraiment le nombre d'utilisateurs, le nombre de streamers, le nombre de viewers. Et là, le gaming, ça fait des années qu'ils veulent se barrer du gaming, hein, qui disent non, le gaming, ça fait pas bander. Hein. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des fonds pour quiconque est affilié, veut parler de sport. Il y a un fonds spécifique pour les gens qui parlent de sport. Le Just Chatting, ça reste la catégorie qui cartonne tout. On a une catégorie musique qui est encore remplie de problèmes parce que les majors, mais elle existe. De l'art, Sunday, toi qui fais tes cosplays, l'art est créatif, c'est un truc qui cartonne à chaque heure de la journée. T'as des gens qui streament avec des centaines de viewers juste parce que, même pas de facecam, hein, juste Zenital en train de faire un doodle, centaines de viewers. Donc au contraire, pour toi, tout ça, ça participe à augmenter le nombre de spectateurs et d'utilisateurs de la plateforme, ou ça a juste fait des transferts parce que les gens en ont un peu marre pour moi, jeux vidéo? Non, pour moi ça augmente. Et tu regardes les chiffres de Twitch, le Covid a explosé les chiffres de fréquentation, le nombre d'utilisateurs uniques, etc. C'est vrai. Et je suis pas convaincu que c'est parce que Animal Crossing. Je pense que Animal Crossing est pour beaucoup, mais il y a aussi énormément de catégories, de sous-catégories de diffusion qui ne sont pas en rapport avec le gaming et qui ont permis de parler au plus grand nombre. Merci beaucoup, Jean. Merci à vous, merci les copains. C'était bien.